présidente aux communications du syndicat des professionnels et professionnels de la santé publique du Québec. Je suis conseillère scientifique. Je suis aussi nutritionniste, donc diplômée des écoles de nutrition, puis je travaille principalement sur les questions reliées à l'accès aux aliments. Oui, bien, le SPP-SPQ représente à peu près 400 membres de professionnels de la santé publique qui œuvrent à l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique. On représente principalement des conseillers scientifiques spécialisés qui ont comme champ d'action un champ d'action qui est très, très vaste, là, qui va de la prévention des maladies infectieuses à la surveillance, à la promotion des saines habitudes de vie. On représente aussi des bibliothécaires, des analystes informatiques, des gens d'info, des infirmières, des épidémiologistes, des géomaticiens. Donc, on couvre vraiment une panoplie de différentes professions, ce qui couvre aussi l'éventail des actions qui se font en santé publique, parce que c'est un champ de travail qui est hautement multidisciplinaire. Mais ça ratisse très, très large, la santé publique au Québec. Tu sais, de façon très simple, là, on veut prévenir l'apparition de la maladie. Peu importe d'où vient cette maladie-là, que ce soit de nos conditions de vie, aux risques dans l'environnement, donc les polluants dans l'air, le sol, l'eau. Ça regarde aussi la prévention des maladies infectieuses. Donc, on ratisse très, très large. Donc, nos champs d'action, c'est vraiment la prévention des maladies infectieuses, la santé au travail, la santé environnementale, puis la promotion de modes de vie sains. Et des conditions qui viennent avec pour soutenir l'adoption de modes de vie sains. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que l'INSPQ existait avant la pandémie. Là. Puis c'est normal. On ne donne pas de services, ou très peu. Là. On en donne quelques-uns, notamment le Guide Mieux Vivre avec notre enfant, c'est un exemple, mais on ne donne pas ou très peu de services directs à la population. On travaille beaucoup à influencer, mais à fournir des recommandations aux politiques, soutenir les régions pour que dans les milieux de vie se passent des choses qui sont favorables à la santé de la population, prévenir les risques émergents. Mais c'est souvent très invisible pour le public. Donc oui, pendant la pandémie, là, les gens ils ont dit « Ah, l'INSPQ, ça existe! » Puis on a vu une grosse augmentation de la fréquentation de notre site web, par exemple, de nos réseaux sociaux. Puis les gens se tournent maintenant vers nous pour avoir des réponses à leurs questions de santé. Ça vient changer concrètement. Bien, comme tu l'as dit, en fait, c'est pas... On parle tout le temps de fusion, là, mais c'est pas vraiment une fusion. C'est en bonne et due forme l'abolition de l'INSPQ et le démantèlement de ses fonctions à travers diverses organisations. On parle surtout de ce qui est de l'intégration des activités scientifiques entre INSPQ et INES pour former un seul institut qui est l'Institut québécois de santé et de services sociaux, dans lequel on remarquera que santé publique n'existe pas. Mais il y a aussi la fragmentation des activités de laboratoire qui s'en vont chez Santé Québec, des activités de recherche et de formation qui s'en vont au ministère. Donc, ce que ça change concrètement, c'est qu'on perd l'unité de la santé publique au sein d'une seule et même institution. Puis, cette unité-là, elle s'est développée au fil du temps dans un besoin de rassembler toutes les expertises qui sont essentielles à la conduite de la mission de santé publique. Donc, on vient en quelque sorte affaiblir la mission de santé publique, notre capacité de réagir et de répondre aux enjeux. En fait, en ce moment, la façon dont le projet de loi est écrit, ce qu'on voit, c'est services de santé et services sociaux. La santé publique se retrouve dans un alinéa sous une fonction de l'INES, puis on a une section partielle des missions qu'on réalise actuellement. Donc, la santé publique ne fait pas partie ni du nom de l'Institut, ni de sa mission. On retrouve les mots santé publique nulle part dans la loi, juste pour donner une idée. Donc, il y a vraiment un risque d'invisibilisation de la santé publique. Bien, par exemple, le fait d'avoir tout le monde en même temps, tout le monde à la même place, ça permet de travailler en collaboration directe. Ça permet que c'est très, très facile pour quelqu'un du laboratoire puis une équipe d'expertise scientifique de se parler puis de voir à la fois, nous, on analyse ça dans notre labo, c'est ça les données qui sont disponibles, puis d'avoir un professionnel qui dit, c'est ça qui est disponible dans la littérature scientifique, on va faire un tout de ça, puis pouvoir faire des propositions ancrées à la fois dans la littérature scientifique et dans le contexte québécois pour fournir aux décideurs matière à prendre des décisions éclairées. Puis c'est ce qui permet à l'Institut d'avoir toute son agilité en temps de crise, puis aussi dans une détermination de vision à long terme là, de qu'est-ce qu'on devrait faire pour prévenir certaines problématiques ou voir les menaces émergentes. Là, comment ça va s'opérationnaliser chez eux là-bas? Le projet de loi, il manque un petit peu de finesse puis de détails, là, on va se dire, donc on n'a pas tout à fait les informations à ce sujet-là, mais c'est sûr qu'il n'y aura plus de lien direct. Là. La voie de communication directe, elle est brisée. Donc, si on a besoin de parler au laboratoire, il va falloir faire une demande à Santé Québec, qui va faire descendre ça au laboratoire, qui va remonter à Santé Québec, qui va revenir chez nous. Donc, le lien direct, là,
Ajouter des paliers de communication, ça nuit pas à l'agilité et à la réponse efficace en santé publique. On le voit, par exemple, on a des projets actuellement d'analyse de drogue dans les urines dans le sang. Ça, c'est réalisé par le CTQ. On obtient donc des données en temps, je ne sais pas si c'est réel, mais assez immédiat sur les types de drogues qui sont en circulation sur le marché au Québec. En parallèle, on a des analyses qui se font dans la littérature scientifique qui permettent de voir c'est quoi les enjeux associés à ces drogues-là. Donc, ces gens-là travaillent main dans la main pour fournir des recommandations aux autorités régionales et nationales de santé publique pour mettre en place des interventions pour prévenir les risques associés à ces contaminants-là, à ces drogues-là qu'on a retrouvées dans les urines de gens réels sur le terrain réel. Donc, cette façon, cette synergie-là de travailler, on risque de la perdre. C'est une chose qui est intéressante ou qui ressort de toute la discussion autour de ce projet de loi-là, c'est que la ministre, elle parle toujours de briser des silos, de créer des synergies. Mais avec le projet de loi, ce qu'elle nous propose, c'est de tenter de créer des synergies entre deux organisations qui n'ont pas tellement besoin d'avoir de synergie parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes objets. Donc, l'INSPQ, l'INES, on a deux objets de travail qui sont complètement différents. Nous, on fait de la prévention, eux font du curatif. Donc, nos objets sont différents. Mais là, elle veut tenter de créer des synergies là où il n'y a pas vraiment lieu d'en avoir, mais elle veut briser les synergies qui existent en ce moment et qui nous permettent d'être agiles et de répondre efficacement aux menaces et à toutes les questions de prévention en santé. Fait que c'est vraiment comme un enjeu il y a quelque chose qui ne marche pas, il faudrait qu'on m'explique. Les études démontrent que d'investir en prévention, ça permet de sauver beaucoup d'argent plus tard. Puis on le voit même le ministère, dans sa propre stratégie nationale de prévention, qui est parue il y a quelques mois, là, ils estiment, eux, que pour chaque dollar investi en prévention, on va récupérer jusqu'à 14,50, je crois, dans les années futures. Donc oui, c'est une question d'argent. Investir en prévention, c'est payant. Mais il y a aussi le fait que parmi nos fonctions, il y a aussi celle d'analyser l'impact sur la santé des politiques publiques que veulent mettre en place le gouvernement. Puis, tu sais, si on fait des recommandations en disant « cette politique publique-là pourrait avoir un impact sur les femmes enceintes, sur la santé des nourrissons », puis que là, il y a des modifications qui se font dans ces politiques publiques-là, mais les impacts, ils n'arrivent pas parce qu'ils nous ont écoutés, on les a prévenus. Après ça, c'est difficile de mesurer quelque chose qui n'est pas là. T'sais. Donc, c'est souvent très intangible, l'action de santé publique, mais elle n'en est pas moins essentielle. Bien, c'est que dans un contexte où on met ensemble santé publique puis curatif, presque toujours, il y a toujours un risque que la santé publique disparaisse au profit du curatif. Pourquoi? À cause de l'urgence politique, médiatique, parce que on ne laisse pas les gens saigner, là. Il faut les soigner. Puis même là, la ministre est en train de dire qu'il y a des amendements qui vont être apportés à la loi pour protéger la mission, pour protéger la santé publique, des budgets dédiés. Mais dans un institut où il y a les deux, avec le temps qui passe, les gouvernements qui changent, la priorité curative demeure toujours présente. Puis il y a toujours un risque qu'il y a de moins en moins de sous qui soient alloués à la santé publique. En ce moment, la santé publique, ça représente 3 du budget en santé au Québec. Donc, on voit qu'on est déjà juste un tout petit coin là, dans cette grosse boîte qu'est la santé. On ne peut pas se sentir protégé malgré tous les amendements qui peuvent être apportés à ce projet de loi-là si les deux missions sont côte à côte. En ce moment, l'Institut national de santé publique, aux yeux de l'international, est à peu près sur un même pied d'égalité que l'Agence de santé publique du Canada. Donc, on se retrouve à l'échelle du Canada à être deux interlocuteurs pour les réseaux internationaux de santé publique. Puis, bien, si l'Institut national de santé publique se fait absorber dans l'IQSSS, bien, il reste juste un interlocuteur. Puis ça a des impacts au niveau de notre rayonnement, mais aussi au niveau de notre capacité de réaction, parce que le fait de faire partie de ces réseaux internationaux-là de santé publique, ça nous donne accès à des collaborations, à des données. Généralement, on est capable de développer des projets avec eux ou de se partager des expertises. Bien là, si on n'est plus un interlocuteur, on n'est plus assis autour de la table, ça veut dire qu'on est dépendant de l'Agence de la santé publique du Canada. Un autre des éléments par rapport à la relation fédérale-provinciale, c'est que nous, on est capable, en tant qu'institut, d'aller influencer certaines choses qui se font au niveau fédéral. On siège sur certains comités de l'Agence de la santé publique du Canada, mais on a aussi le pouvoir d'adapter soit les recommandations ou alors les messages, la manière dont les recommandations sont diffusées dans la province de façon cohérente avec nos valeurs, puis la réalité, le contexte régional ici, provincial, finalement. Donc ça,
en tout cas, on risque de perdre cette agilité-là, puis cette capacité-là à adapter les recommandations vraiment au contexte québécois. Nous, on demande le retrait du chapitre 1 du projet de loi. On pense que c'est la seule façon de réellement protéger à la fois la mission de la santé publique, mais aussi notre autonomie. Parce que c'est un élément dont on n'a pas discuté, mais en passant sous la loi, dans le fond, le projet de l'IQ-SSS est calqué un peu sur la loi de l'INES actuelle. Puis en faisant ce transfert-là, on a une grande perte au niveau de notre autonomie scientifique. Puis on peut apporter des amendements. Encore là, il y a plein d'organisations qui en ont proposé, là, mais en tout cas, on pense que la jonction de ces deux-là nous ferait perdre en autonomie. Puis ça, c'est vraiment un gros enjeu, parce que une chose qu'il faut rappeler, c'est que la santé publique émet des connaissances, émet des recommandations, des suggestions aux décideurs, mais c'est les décideurs qui décident. Puis s'il y a un droit de regard sur ce qu'on produit comme connaissances, et ce qu'on va leur fournir ne sera plus suffisamment ancré dans les données probantes ou ancré dans la science pour qu'eux-mêmes prennent des décisions éclairées sur les enjeux qui nous touchent. Ça, c'est vraiment un gros risque qu'on voit là, à s'insérer dans la loi sur l'INES. Évidemment, on répond déjà à des questionnements du ministère de la Santé, des directions régionales de santé publique. Ça fait partie de notre rôle que de les aider quand ils ont des besoins précis sur des questions précises en matière de santé. On l'a vu, par exemple, avec la Fonderie Horn. On a été présents, les gens avaient besoin d'une expertise. On a développé cette expertise-là, puis on l'a mis à la disposition des autorités de santé publique. Mais si un jour, il y a un politique qui n'a pas le goût qu'on travaille sur certains enjeux, puis que le ministre ne nous donne pas l'autorisation de développer ces travaux-là sur des enjeux émergents, sur des enjeux sensibles, consommation de substances psychoactives, par exemple, bien, on n'aura même plus la capacité de voir venir les enjeux, de voir venir les menaces, puis d'être prêt au moment où celles-là se matérialisent. Bien, ça prend très certainement une mention explicite de la santé publique dans le nom, dans la mission, dans les activités du nouvel institut. Il faut que les missions de santé publique ne soient pas un alinéa sous une mission de l'INES. Il faut qu'elles soient définies clairement et toutes présentes au même niveau que celles qui se retrouvent dans l'INES. Il y a d'autres organisations qui ont fait des amendements là, en ce sens-là. Il faut absolument préserver l'intégrité de l'Institut. Donc, la recherche, la formation, les laboratoires, il faut qu'il y ait des voies de communication directes, en temps réel, entre toutes ces organisations-là. Puis qu'il n'y ait pas d'obstacle ou d'entrave à la collaboration. Là. Donc ça, c'est essentiel, puis il faut absolument préserver l'autonomie scientifique de l'Institut. La désinformation, j'ai l'impression que le plus grand risque par rapport à la désinformation puis la méfiance envers les institutions, c'est le bris de l'autonomie scientifique. Si les gens ont l'impression que l'INSPQ ou le futur IQSSS est à la solde de demandes politiques ou économiques, bien, ça amplifie là, la méfiance que les gens pourront avoir envers notre institution. T'sais. Un des enjeux qu'on voit, notamment avec le transfert de la question de la recherche à l'extérieur de l'INSPQ, bien là, on voit un enjeu pour nos chercheurs, définitivement, qui pourraient non seulement trouver que le travail qui est restant correspond moins non seulement à leurs compétences, leurs intérêts de recherche, mais pourraient aussi voir des difficultés apparaître au niveau de l'obtention de financement de la recherche. Si on n'est plus un institut qui a un mandat de recherche, bien, c'est fort possible que quand un chercheur de l'Institut souhaite faire une recherche, déposer une demande pour obtenir une subvention, qu'il se fasse dire « bien, tu n'as pas de mandat de recherche et donc non, on va arrêter de financer ». Donc ça, c'est aussi un risque. Donc oui, il y a quand même un risque d'attrition là, de nos professionnels qui pourraient voir des enjeux, de ne plus être capables de réaliser des projets au maximum de leurs compétences et de leurs intérêts. Là. Si j'avais un message à envoyer à la ministre Duranceau, ce serait, bien, tout d'abord, je lui demanderais pourquoi. Pourquoi elle veut mettre en place ce projet de loi-là? Quelles sont les données sur lesquelles elle s'est basée pour estimer qu'il y aurait un gain d'efficacité à lier ces deux expertises-là, qui, nous, à notre regard, on ne vont pas du tout ensemble. On est des scientifiques, on a besoin de voir des données probantes. Puis en ce moment, bien, on n'en voit pas. Donc, pourquoi? Données probantes à l'appui, s'il vous plaît. Puis, évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un retrait du chapitre 1 du projet de loi 7 dans la perspective de préserver la mission de santé publique, le rayonnement de l'Institut à l'international, la collaboration avec nos réseaux internationaux, de préserver aussi l'autonomie scientifique des professionnels qui œuvrent en son sein. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc, retirez le chapitre 1, s'il vous plaît.